changer de micro et pour rejoindre cette table ronde avec laquelle nous allons poursuivre, en vous présentant rapidement les intervenants d'aujourd'hui. Donc, à côté de moi, Frédéric Berthier est responsable du Centre d'analyse fonctionnelle à l'ASIP Santé qui travaille sur le système d'information SAMU. Il nous expliquera tout à l'heure de quoi il s'agit. Gilles Bagou, qui est urgentiste, qui travaille au SAMU de Lyon et qui est très impliqué sur l'évolution du système maladie rare depuis des années. Jeanne-Sophie Lequintrec, qui à Orphanet est responsable d'Orphanet Urgence, et Christophe Leroy, qui lui aussi, en tant qu'urgentiste de service hospitalier, est depuis de nombreuses années impliqué sur la volonté de faire bouger cette situation pour les maladies rares, et qui est responsable du service des crises sanitaires à la PHP. Voilà. Donc, suite à cette première présentation sur l'ensemble du sujet, on a vu, et ça nous avait été présenté ce matin, qu'une des premières actions qui a été relancée, je l'ai évoqué, c'est celle de la systématisation de cartes d'urgence pour les personnes concernées par les maladies rares, avec la diffusion de cartes aux filières afin qu'elles puissent les personnaliser, qu'elles puissent les produire. Alors, comme nous avons là des urgentistes et deux urgentistes, j'aurais commencé par Gilles Bagou, qui lui est en première ligne, puisque lui, il est au niveau de la régulation, d'une régulation SAMU. L'idée de ces cartes, c'est important, mais pour que ça puisse fonctionner, vous auriez quoi comme consigne à donner aux représentants des filières qui sont là pour que ça soit le plus efficace possible? Merci d'accueillir un urgentiste du préhospitalier, puisqu'effectivement, généticiste, réanimateur et urgentiste, je travaille au SAMU 69 à Lyon. Je suis en charge d'un certain nombre de choses au niveau d'Orphanet. Depuis 2007, effectivement, je rédige la partie régulation médicale des 80, je ne me souviens plus qu'il y en avait tant, fiches de synthèse destinées à la fois au public et aux médecins qui interviennent sur le terrain. Alors, si on avait fait cette partie-là pour une spécificité pour la régulation médicale des appels au SAMU, c'est parce que la problématique générale est restreinte, avec une nécessité d'une analyse rapide et d'une décision adaptée aux problèmes présentés par le patient. Chaque patient est unique et donc il faut avoir la réponse la plus adaptée dans la situation d'urgence. Il se trouve aussi que souvent les patients qui appellent sont plus au courant de leur maladie que le médecin régulateur du SAMU qui va analyser l'appel. Et quand le malade en sait plus que le médecin, c'est des fois un petit peu problématique. Donc il est nécessaire, si on a l'habitude de traiter des situations graves, de les prendre en charge, il est nécessaire d'avoir des données fiables, sécurisées sur l'ensemble des pathologies. D'où l'intérêt d'avoir au départ des textes que je dirais encyclopédiques faits par des experts de la spécialité et de la pathologie en question, et puis une synthèse ensuite destinée à la régulation médicale au SAMU et au service d'urgence. Alors l'intérêt de ces cartes, il est grand, c'est certain. Il manque certainement de personnalisation. Il a permis de sensibiliser l'ensemble du public à l'existence des maladies rares, parce que, sincèrement, il y a 15 ans, les maladies rares, ça n'existait pas pour les urgentistes. On savait que ça existait, combien il y en avait, quelles étaient les spécificités, c'était pas très clair. Maintenant, il y a une sensibilisation certaine, et la Société française de médecine d'urgence a largement insisté dessus, puisque chaque texte est en lien directement sur la première page du site de la SFMU, depuis 2 ou 3 ans. Le contenu de ces cartes, il faut bien faire la différence entre la pathologie et les problématiques d'un patient et puis sa problématique en urgence. C'est beaucoup plus restreint en urgence, d'une part, et ça peut porter sur des points très spécifiques que le patient pourrait ne pas trouver aussi intéressants que ça, mais qui sont vraiment très spécifiques de l'exercice de la médecine d'urgence. D'où des analyses très synthétiques qui doivent être connues. C'est présent sur la carte. Ça doit être présent aussi, Frédéric Berthier en parlera, avec les systèmes d'information des SAMU pour pouvoir repérer ces patients. Alors moi, j'aime pas le terme de patient remarquable, je suis désolé, mais
Je soigne des gens tous les jours ou presque, tout le monde est remarquable. Mais au moins ces patients répertoriés, même si répertoriés, c'est pas très joli non plus. C'est le terme officiel, patient remarquable, c'est ça? C'est pas parce que le terme est officiel. Non, mais qu'on soit d'accord. Hein. Oui, nous sommes d'accord. Mais ces patients répertoriés, effectivement, ça présente un intérêt d'avoir ce répertoire, sous réserve que ce répertoire soit mis à jour. Et ça, c'est une très, très grande problématique actuelle. D'accord. Alors, vous, Christophe Leroy, vous êtes sur la partie service hospitalier d'urgence, hein, donc parfois après la régulation, mais parfois aussi en direct. Donc, sur ce même aspect, sur ce que peut vous apporter ce type d'outils, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est important? Et à quoi les rédacteurs des filières doivent-ils faire particulièrement attention? Implication dès les discussions du premier plan maladie rare et l'idée à l'époque avec Ségolène Héné à Orphanet de créer un portail spécifique pour les urgences. Parce que, effectivement, comme l'a dit Gilles Bagou, dans bon nombre de cas, les patients connaissent mieux leur pathologie que l'urgentiste. À 3 heures du matin, c'est encore plus remarquable. Et le seuil de tolérance de l'urgentiste vis-à-vis du patient qui va lui expliquer la maladie est parfois beaucoup plus faible et génère des difficultés. D'où la création de ce portail et de ces fiches avec un cahier des charges très précis pour arriver à inculquer auprès des urgentistes des notions minimales sur les maladies rares. Je crois que c'est le premier étage d'une fusée qu'on a construit il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, nous étions à Lisbonne, au Congrès européen des maladies rares, en train de présenter ce projet Orphanet Urgence et Passion pour des extraterrestres, clairement. Quand on regarde derrière nous maintenant, depuis 10 ans, effectivement, nous avons maintenant 80, voire 81, parce qu'il y en a une qui est en cours de validation, maladies sur le portail, mais ça reste qu'une première pierre d'un édifice qu'il reste à construire. La technologie a énormément évolué, le système d'information a énormément évolué, et je crois que l'on se doit, comme on vient de l'évoquer, de maintenant construire l'étape suivante avec l'ensemble des acteurs. Avoir un accès PDA ou un accès Android sur un portail maladie rare est une chose. Les urgentistes maintenant le maîtrisent correctement. Comme l'a dit Gilles Bagou, nous avons un accès sur la page d'accueil de notre société savante. Maintenant, il nous faut pouvoir disposer en temps réel, H24, 365 jours par an, des données des patients remarquables, remarqués. On trouvera le terme ad hoc. Mais effectivement, comme le disait Gilles, chaque patient est remarquable, chaque patient a ses problématiques et il se doit maintenant, avec l'évolution de la prise en charge des patients et de leur maladie, l'augmentation de leur mobilité, de pouvoir disposer partout en France et pas simplement sur les services d'accueil des centres de référence des informations nécessaires à la prise en charge de chaque patient. Et cette problématique-là, on doit pouvoir la construire tous ensemble, nous les urgentistes, les associations de malades, mais également les autorités. Car sans leur aide, sans leur financement, sans leur coup de pouce, sans leur management, on ne pourra pas construire ensemble des bases d'information, des systèmes d'information, on appelle ça comme on veut, réactives, H24, 365 jours par an. Car, je le rappelle ici, le seul endroit où il y a de la lumière tous les jours, quelle que soit l'heure, c'est le service d'urgence. Et c'est là où, malheureusement, un certain nombre de gens arrivent, effectivement, et où commencent des difficultés supplémentaires. Alors effectivement, pouvoir être patient concerné par une maladie rare qui nécessite des prises en charge d'urgence spécifiques, et pouvoir se dire que quel que soit l'endroit du territoire où l'on est, si un jour on a un problème d'urgence qui arrive, quel que soit le professionnel urgentiste qui arrive très rapidement, il puisse, avec simplement mon nom, mon numéro de téléphone ou un autre identifiant, avoir immédiatement accès à l'ensemble des caractéristiques spécifiques en urgence. Est-ce que ça, c'est un rêve ou est-ce que ça pourrait devenir une réalité rapidement? Et là, je vais me tourner vers mon voisin, Frédéric Berthier, qui travaille sur le système d'information des SAMU. Donc, est-ce que, puisqu'il y a des choses qui sont en train de se faire, raisonnablement, si les bonnes décisions sont prises, on peut espérer que ce qui était encore, il y a un rêve, il y a une dizaine d'années, puisse devenir rapidement réalité pour tous les patients concernés par des maladies rares? Il faut toujours rêver pour aboutir. Alors, le programme SI-SAMU, c'est un programme national de modernisation du système d'information des SAMU Centre 15. Il est mis en œuvre par le ministère de la Santé, qui l'a confié à l'ASIP Santé,
Pour le réaliser, la ZIP Santé étant l'Agence française de santé numérique, comme vous le savez, donc elle outille un certain nombre de programmes ou aide ou construit un certain nombre de référentiels. Et donc depuis 2012, puisque c'était le début de l'histoire, avec une étude d'opportunité, de faisabilité, on est rentré maintenant cette année en phase de réalisation et de construction du système qui a pour objectif d'outiller donc les centres de régulation médicale français, l'ensemble des centres sur la cible de déploiement de ce programme, d'un nouveau système sur les différents modules qui aident à la prise en charge des patients, qui aident à la régulation médicale. Donc outiller les flux multicanaux, le téléphone, les SMS, les fax, etc., les mails, et outiller le professionnel pour qu'il puisse réaliser un acte de régulation médicale efficace. On a un calendrier qui démarre à la fin de l'année prochaine avec le premier site qui sera mis en œuvre et qui va se poursuivre sur plusieurs années. On a une cible autour des Jeux Olympiques pour avoir déployé tout le monde approximativement. Voilà. Alors, il y a deux façons de regarder les choses. Il y a une première façon qui est de se dire bah, moi je suis patient et je suis concerné par ma prise en charge, et aujourd'hui vous donnez des outils qui peuvent améliorer la prise en charge. J'ai entendu parler de cartes, de 22 cartes. Si j'ai bien compris, le patient personnalise sa carte et son objectif, c'est de faire en sorte que le professionnel de santé prenne connaissance de cette carte. Aujourd'hui, un outil existe. Il a été construit par la ZIP Santé. Maintenant, il est porté par la CNAM et ça s'appelle le DMP, le dossier médical personnel. Le DMP, chacun peut en avoir un. Les professionnels de santé peuvent les créer pour les patients avec leur accord, et le patient peut lui-même poser dedans ce qu'il considère utile à sa prise en charge. Et l'organisation du DMP a prévu un certain nombre d'outils pour accéder en urgence, pour faciliter la vie des urgentistes qui ont été étroitement associés à la construction de ce système d'information, pour améliorer la prise en charge. Donc, premier objet immédiatement disponible, le DMP. Construit par l'État, il n'y a plus qu'à s'en servir. Le DMP, c'est comme un carnet de santé. Vous les utilisez ou pas, ces DMP en situation d'urgence? Non. Non, parce que les systèmes actuels d'informatisation, alors au moins pour la partie extra-hospitalier SAMU, ne permettent pas d'y avoir accès. Alors, ça peut paraître très curieux. Chaque département vit avec son système informatique à lui, coordonne un petit peu avec celui d'à côté. Le système SI-SAMU, qui finira par arriver, Fred a dit, pour les Jeux Olympiques, ça arrivera quand même un petit peu avant, je vous rassure aussi, va permettre d'unifier tout ça et donner un accès facilité. Car il y a aussi cet accès facilité, tout en gardant la confidentialité, le secret professionnel, parce que ça aussi, c'est une problématique d'accès qui est aussi importante à connaître. Alors, ça dépend de la région dans laquelle on est. Moi-même, je suis urgentiste et je suis né en région centre, donc une région que je connais bien, même si maintenant je suis dans les Pays de Loire. La région centre est une région modèle sur l'usage du DMP. Les urgentistes se sont appropriés la consultation du DMP. Il y a besoin juste d'un navigateur, d'un lecteur de carte de professionnel de santé, et puis ensuite on cherche son patient, on le trouve parce que les outils ont été faits pour trouver un patient même quand on ne connaît pas son identifiant national de santé, et donc on accède, parce qu'évidemment il faut accéder à un dossier qui contient quelque chose. Donc pour les patients atteints de maladies rares, vous voyez bien ce qu'on peut mettre dedans pour pouvoir après dire accéder à mon DMP, et vous pourrez voir ce qu'il s'y trouve. Alors, deuxième chose, côté professionnel de santé, effectivement, on développe un système d'information qui va permettre d'améliorer la prise en charge, en tout cas c'est un vœu fort, d'améliorer la prise en charge des patients au travers de l'épisode de régulation médicale. À chaque fois qu'un patient appelle, ou son entourage, appelle le SAMU Centre 15, un dossier est ouvert et il contient un épisode de régulation médicale. Voilà, donc dans cet épisode, on va pouvoir intégrer un certain nombre de données, les colliger dans le système, créer éventuellement une synthèse de ces épisodes de régulation médicale, accéder au DMP, puisque ça sera possible dès la deuxième release du programme SI-SAMU, compléter le DMP. Voilà. Alors, en volumétrie, tout à l'heure, vous aviez donné un chiffre. Les SAMU, c'est 30 millions d'appels par an.
Donc on voit bien le nombre de patients sollicitant le SAMU. Les maladies rares, comme vous l'avez dit, c'est rare, donc c'est complexe pour les urgentistes. Donc effectivement, on a besoin d'accéder à ces informations, à la synthèse des épisodes de régulation médicale, avec une articulation des SAMU, et c'est tout l'intérêt de construire un système national, tout en maîtrisant les droits et les devoirs, les conditions d'accès. Et bien sûr, quand on appartient à une équipe de soins, quand on rentre dans une équipe de soins, on accède à l'ensemble des informations contenues dans les épisodes de régulation médicale précédents, dans les volets de synthèse s'ils ont été créés. Alors, est-ce que ça veut dire que pour les patients, les personnes concernées par des maladies rares, qu'une collaboration entre les centres de référence, les filières et le SI-SAMU pourrait permettre justement de pouvoir organiser la transmission d'informations spécifiques dans ce dossier épisode médical, y compris même avant qu'il y ait eu un problème qui se soit créé, pour que le jour où la personne a une situation d'urgence, il y ait immédiatement les informations adéquates qui soient mises en place. Comment est-ce que vous voyez une telle architecture pouvoir se mettre en place? Alors effectivement, il faut l'accord des patients. Il faut qu'ils soient volontaires pour transmettre les informations, pour préparer cette transmission, préparer l'accès à l'information. Tout à l'heure, vous avez parlé du DLU, dossier de liaison urgence, qui a été en fait construit pour les EHPAD, les maisons de retraite. Et c'est un volet qui intègre le DMP. Donc il y a déjà cette solution-là, c'est de faire l'équivalent d'un DLU. C'est un format générique pour alimenter les systèmes d'information tels que le DMP. Il y a une deuxième solution, c'est effectivement de se faire déclarer comme patient remarquable. On peut tout à fait aujourd'hui écrire à son SAMU, à son hôpital. Généralement, on est connu de l'hôpital pour qu'un dossier remarquable soit créé dans les systèmes d'information actuels. Le système à venir va permettre également d'inclure donc des volets de synthèse faits par anticipation en cas de besoin de prise en charge, avec un atout majeur lié au système d'information national qui est que, où que l'on soit, à son domicile, en vacances, à partir du moment où on se signale, qu'on est reconnu, c'est mieux quand on dit j'ai un dossier, parce que c'est plus facile d'aller le chercher, de le trouver, eh bien on accède à ces informations qui sont utiles soit sous forme de cartes que j'ai moi-même alimentées, soit sous forme de comptes rendus d'hospitalisation qui vont peupler les dossiers ou d'antécédents de prise en charge au SAMU, soit sous forme d'accès à des procédures de régulation médicale. Et là, les fiches Orphanet urgences sont extrêmement riches et précieuses pour les urgentistes. Alors, les fiches Orphanet urgences, Jadine Le Quintrec, donc vous qui travaillez sur ces fiches, le principe quand même est qu'il faut que tout soit standardisé, harmonisé pour qu'un urgentiste puisse s'y retrouver très rapidement. Donc le principe avait été fait d'une concentration. Parfois on voit aussi des filières qui font leurs travaux aussi sur ces questions d'urgence, qui mettent sur leur site des choses en ligne. Comment est-ce que vous voyez au mieux la meilleure articulation pour qu'on puisse avoir beaucoup plus vite le maximum de fiches urgences? Alors, les fiches Orphanet urgentes, moi j'ai l'honneur de représenter Orphanet aujourd'hui, et donc elles ont été proposées en 2007, et là il y a 81 fiches, ça représente 225 maladies rares. Ces fiches ont une méthodologie très rigoureuse et très exigeante parce que chaque centre de référence rédige la partie importante experte. Ensuite, la partie SAMU tient dans un cadre qui est lu en 2 minutes. Et ensuite, la partie urgence doit être rapide, accessible, avec un numéro d'urgence si possible. Et ensuite, il y a la partie don d'organes, c'est la 3e partie qui est relue par l'ABM. Et à chaque fois, il y a environ 2 médecins experts qui relisent. Ensuite, l'association relit la fiche, donc vous voyez qu'il y a une méthodologie qui est très rigoureuse. Ces fiches sont très homogènes, plus ou moins longues en fonction des pathologies, mais elles ont la chance de pouvoir être disponibles sur le site d'Orphanet. Et donc ça, c'est utile 24/24. C'est aussi sur le site de la SFMU et c'est aussi avec une application mobile. Donc c'est très utile quand on est au 3e sous-sol et qu'on n'a pas d'accès au réseau. Ça peut être intéressant. Et puis le patient peut l'avoir dans sa poche sous forme d'une copie papier toute simple. Et c'est très utile quand on monte dans le camion du SAMU ou quand on a un aidant qui peut montrer cette fiche. Alors comment elles sont établies? Au départ, on avait une liste de 100 maladies rares qui était élaborée par les centres experts et par les urgentistes, qui a été
été étayées au fur et à mesure des années qui se sont déroulées. Maintenant, on les fait en fonction des priorités des filières. Là, on en a 14 en cours qui ont été élaborées par les filières elles-mêmes. C'est en fonction aussi des PNDS. On a 30 fiches urgences qui correspondent aux 75 PNDS. On a aussi l'ABM qui a des exigences, les associations, et puis la veille bibliographique. Donc on est toujours en train d'améliorer. Il y a une démarche qualité qui est permanente. Dans l'unité, on est en démarche qualité ISO 9001 et on essaye d'être dans ce périmètre de qualité avec une amélioration constante et des enquêtes de satisfaction également. On va faire une enquête, comme on l'a vu tout à l'heure, pour regarder si les médecins urgentistes trouvent que ces fiches leur rendent service. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Si. Je m'occupe d'un site d'information sur la maladie de Steinert et on s'est posé la question, bien sûr, des problèmes d'urgence. Tout ce qui a été dit est évidemment absolument à faire, ça va de soi. Mais il reste un problème à résoudre, c'est quand le malade est tout seul et n'a pas d'accompagnant ou n'est pas en mesure d'expliquer ce qu'il a, il est tombé dans la rue, il a eu un accident, etc. Il n'a pas dans sa poche forcément la petite fiche dont vous avez parlé, et donc on se retrouve avec un problème que vous avez tout à fait décrit au début. Alors, on a réfléchi à ce qui se passait ailleurs, et aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, vous savez qu'il y a un système avec des médailles. Les gens portent un bracelet ou une médaille, et c'est un système qui est très cher, parce que ça a des aspects commerciaux. Et nous, on s'est dit, en France et en Europe, on a la chance d'avoir les fiches Orphanet, les fiches d'urgence Orphanet. Comment lier le système de médailles avec les fiches Orphanet, qui sont très bien faites? Eh bien, on s'est dit, il suffit d'associer à chaque fiche d'urgence Orphanet un QR code que le patient porterait en médaille ou en bracelet, etc. Il suffirait que les urgentistes sachent que quand ils déshabillent le patient, ils regardent s'il y a une médaille ou pas. Donc c'est en fait le système de la petite fiche que le patient a dans la poche, transformée en une médaille qui porte un QR code. L'urgentiste la lit avec son truc, et voilà. Alors, du côté des urgentistes, sur cette idée-là, ou sur d'autres idées, parce qu'il y a différentes sociétés qui proposent des dispositifs de clé USB de ceci. Pour vous, par rapport aux autres dispositifs, vous en pensez quoi sur l'intérêt de ce type de dispositif? Monsieur Leroy, Monsieur Bagou? Je crois que toute solution qui permettra d'améliorer l'information et les informations auprès des urgentistes mérite d'être étudiée. Après, à chaud comme ça, tel un QR code, un code barre ou autre, c'est compliqué de pouvoir répondre. Ce qui est clair, c'est qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table, justement, pour pouvoir réfléchir à l'amélioration de ces informations. On se heurte aussi tout bêtement à des problèmes d'identification. Est-ce que le porteur de la médaille est bien le patient qui est en dessous? Tout le monde sait très bien que la carte de groupe sanguin qui est dans sa poche, ça ne sert strictement à rien puisqu'on n'est jamais sûr que c'est le patient. Les urgentistes n'utilisent jamais la carte de groupe sanguin qui est avec eux. On est obligé de refaire si on n'a pas une certitude absolue d'identification du patient. Il en serait de même pour les maladies rares, quelles qu'elles soient. Je voudrais quand même aussi rassurer les patients d'abord, leurs familles et puis les associations d'usagers et les chercheurs. Les urgentistes ont aussi l'habitude de traiter les situations médicales graves et si la pathologie n'est pas forcément parfaitement identifiée, ils savent traiter la symptomatologie au moins jusqu'à ce qu'on ait des éléments complémentaires pour avoir un diagnostic du terrain de manière un peu plus précise. Une autre question? Oui, je suis sur la dernière. Sur votre gauche, je suis. Claude Desnuel, je suis responsable animateur de la filière Filslan. Je voulais aller tout à fait dans le sens de M. Berthier, puisque j'avais eu la chance de communiquer avec lui il y a quelques mois, même plusieurs mois, quand notre filière a décidé de vouloir justement développer le côté prise en charge en urgence des patients. Et vous m'aviez très pertinemment adressé sur le DMP et sur Mme Janin auprès de la ZIP, donc pour s'y former.
La démarche a été faite totalement. La formation de nos intervenants soignants sur les centres ont été faite, de façon même à faire ouvrir les cartes et les dossiers DMP des patients. Il s'avère que ce n'est pas mis en place parce que les systèmes d'information des hôpitaux ne suivent pas. C'est-à-dire qu'actuellement, ce n'est pas pratiquement disponible, à quelques exceptions près ou quelques hôpitaux près. Donc ma question, c'était de savoir si le fait que ce soit maintenant l'assurance maladie qui est pris en charge va faire que ça va finalement se développer, parce qu'il est évident que c'est quand même le meilleur système d'information ou de partage de l'information sur le dossier médical partagé et d'accès par n'importe quel professionnel de santé, d'autant plus les SAMU, puisque... Excusez-moi, parce que oui. là, la table ronde, on a déjà bien dépassé, donc okay. Je pense qu'on a bien Alors, compris ma question, le c'était sens de la question. Est-ce que vous avez la notion, ou du moins est-ce qu'il faudrait faire des actions pour que effectivement ce système puisse se développer de façon pratique dans l'existant et dans la pratique, puisque tout le monde adhère? Je ne suis pas là pour parler du DMP, mais des faits, enfin, des choses factuelles. Le système est développé. Ce qui compte pour qu'il soit utilisé, c'est qu'il y ait du contenu. Le contenu est en train d'arriver. L'assurance maladie s'y emploie maintenant. Elle a inscrit dans les avenants conventionnels de la rémunération des médecins généralistes quand ils créent ou quand ils consultent les DMP. Donc c'est dans les forfaits, ce qui s'appelle le ROSP, enfin en tout cas dans les forfaits que touchent les médecins. Donc ça va se mettre en marche, c'est sûr. Le système d'information des hôpitaux, il évolue à sa vitesse, mais pour accéder à un DMP, il y a besoin d'un lecteur de carte de professionnel de santé et d'un navigateur web. Donc c'est pas très compliqué. Bon, donc très clairement, et pour finir cette table ronde, on voit bien qu'il reste quand même plein de choses à faire, qu'il y a plein de choses qui sont des choses en cours, et donc on peut espérer que ça soit un axe important du plan national maladie rare qui décide réellement de mettre tous les acteurs et les moyens pour qu'il y ait une vraie politique coordonnée sur ces questions d'urgence. Je vous remercie.